Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Ils sont les élus de proximité par excellence, à portée de baffe, plaisantent certains. Les maires sont quotidiennement au contact de la population. Pourtant, certains jettent l'éponge. Être maire, est-ce un sacerdoce? C'est le thème de ce Dimanche en politique. Et pourtant, ils sont les élus préférés des Français. Grande responsabilité, implication et dévouement souvent exemplaires. Les maires sont de plus en plus nombreux à dénoncer l'usure, la fatigue, le découragement, le manque de moyens et même parfois le mépris de l'État. Pour en parler, nos invités, Isabelle Briquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Palais-sur-Vienne et présidente de l'Association des maires de Haute-Vienne. Michel Conchon, bonjour. Bonjour. Ancien maire de Souparsa en Creuse. Vous avez démissionné après 17 années de mandat en mars dernier, vous nous direz pourquoi. Cyril Lalisse, bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Aulaire en Corrèze. Vous avez été élu pour la première fois en 2014. Et Julie L'Enfant, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Chaptelat en Haute-Vienne, élu en 2014. C'est aussi votre premier mandat. Isabelle Briquet, élue depuis 2001 au Palais-sur-Vienne. Troisième mandat, à portée de baffe, je le disais en introduction. Eh bien, c'est votre expression, je vous en rends la maternité. C'est vraiment ça, être un maire, c'est celui qui est au contact de la population pour le meilleur et pour le pire, à portée de baffe. Alors, la phrase n'est pas que de moi, hein, mais je trouve qu'elle résume bien, notre mission et justement la proximité que nous avons. Alors, il n'y a pas que des baffes, hein, fort heureusement, mais le maire, c'est l'élu local par excellence, c'est l'élu de proximité par excellence. C'est l'interlocuteur privilégié des administrés. C'est au maire que les concitoyens s'adressent pour tous leurs problèmes, qu'ils soient grands ou petits. On est vraiment là avec eux pour les écouter et pour essayer de faire en sorte que tout aille le mieux possible dans leur vie, au quotidien, dans nos communes. Des élus très sollicités. Michel Conchon, pourquoi avez-vous voulu devenir maire ? Oh, c'est très vieux. Ça fait 28 ans que j'étais adjoint au maire de Chaponneau, dans le Rhône. 8000 habitants, donc c'est très long. Et depuis, ça m'a toujours passionné. Vous savez très bien que je suis passionné par le vélo, donc j'ai toujours été dans le monde associatif. Ce qui fait que, naturellement, quand je suis revenu en Creuse, je me suis investi au conseil municipal. Puis après, on m'a élu maire. C'était une suite logique, finalement, de votre implication dans la vie locale. Ouais. Alors, les maires sont en colère en ce moment. On va en parler pendant cette émission. Ils ont le blues, peut-on lire, ici ou là. Moins de budget, moins de pouvoir. Exemple pour lancer cette discussion avec ce reportage en Corrèze de Laura Brunet et Pierre Gauthier. Regardez. Jean Boinet, maire depuis 43 ans d'une petite commune de 1000 habitants, est exténué. On a l'impression que, en fait, les maires ne servent à rien. On décide pour nous, on nous dit ce qu'on a à faire. La goutte d'eau, une loi votée en août 2018 concernant la perte d'une nouvelle compétence au profit des communautés de communes. Face au ras-le-bol général, des maires ont décidé de passer à l'action. Ils ne livreront pas les résultats aux préfectures lors des prochaines élections européennes. Vis-à-vis de l'État, on dira, monsieur le préfet, ça y est, le scrutin est clos, la mairie est fermée, et on rouvrira, on vous donnera les résultats quand la mairie rouvrira. Comme aux citoyens lambda, si vous voulez les informations, venez les chercher. Baisse des dotations, perte de pouvoir, les élus de terrain se sentent de plus en plus menacés. Autre pierre d'achoppement, la publication du nom des 6000 maires ayant augmenté la taxe d'habitation, un procédé qui a révolté la députée corrézienne Frédérique Meunier. Elle a brocardé le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Quelle honte! Vous flattez le populisme, vous livrez des maires à la vindicte populaire. Mais vous savez parfaitement qu'aucun maire de France n'augmente les impôts par plaisir. Une hausse imputable en partie à l'État selon la parlementaire et pas seulement aux communes. Regardez la taxe d'équipement. La taxe d'équipement est une taxe fixée par l'État. Eh bien, cette taxe d'équipement augmente. Donc, augmente la taxe d'habitation. Et on vient nous dire que ce sont les communes qui viennent augmenter la taxe d'habitation. Non, c'est une façon déguisée de dire la taxe d'équipement, taxe d'État va aussi augmenter parce que l'État le décide. Et ça, on ne le dit pas. Et ça m'a été insupportable. C'est pour ça que j'ai réagi. Un mécontentement partagé. Pas moins de 10 000 élus ruraux ont déjà prévu de participer au boycott des européennes de 2019.
Cyril Lalice, vous qui êtes corrézien, vous partagez la colère de Frédéric Meunier, ces maires comme ça exposés sur la place publique, ce hashtag « Balance ton maire » parce que certains élus ont augmenté les élus locaux, les impôts locaux, pardon. Pour avoir lu La Montagne de la semaine dernière où il y avait une carte qui donnait les plus et les moins, ça se situait souvent les augmentations en Haute-Corrèze. En Basse-Corrèze, on n'a au moins pas augmenté. Moi, je parle de mon canton ou de l'agglo de Brive. Mais sur la méthode? Après, c'est de la politique, je pense. C'est un peu plus c'est politicien, parce qu'après, c'est à la marge. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Et après, c'est une gestion. Et après, chaque maire et chaque conseil municipal est libre d'augmenter ou pas ses impôts, et puis de savoir pourquoi il les augmente. Julie L'Enfant, ça vous a choqué, vous, ce hashtag « Balance ton maire », alors que, effectivement, la suppression de la taxe d'habitation, vous êtes mise devant le fait accompli, il faut faire avec. Oui, ça m'a choqué. J'ai trouvé ça insultant, parce que vous parlez de être maire un sacerdoce. Moi, j'ai envie de vous dire, être maire, une vocation. Il faut être habité par l'envie de servir ses concitoyens. Il faut avoir envie d'agir, malgré des difficultés, des contraintes qui sont budgétaires, administratives ou juridiques. Dont ce hashtag, nous, sur Chaptelain, on n'a pas augmenté la taxe d'habitation. Je reste solidaire par rapport aux collègues maires. C'était un procédé de communication, oui, politique. Et surtout, il ne faut pas se rappeler que ça rattache à un sujet de société grave. Donc, être assimilé à ce sujet de société, j'ai trouvé ça insultant. Michel Conchon, je me retourne vers vous. Vous avez démissionné en mars dernier. C'est une décision forte. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Est-ce que la flamme s'est éteinte après tant d'années? Peut-être que c'était le mandat de trop, je ne sais pas, l'âge aidant, mais on est dans une toute petite commune, 114 habitants. Donc j'avais l'impression de me retrouver tout seul. Alors on m'a reproché bien entendu de faire tout seul, mais on se retrouve seul. Et il arrive un moment où j'ai considéré que je préférais arrêter avant d'avoir une crise cardiaque. Donc j'ai arrêté d'être maire. Je suis toujours conseiller municipal et je laisse maintenant d'autres personnes faire mieux que moi. Parce que c'est le problème numéro 1. Isabelle Briquet, vous avez dû en entendre beaucoup. Des maires comme M. Conchon qui disaient « je me sens seul, je suis fatigué, c'est trop de responsabilités, trop de travail et je préfère arrêter ». Alors, beaucoup sur la partie « j'en ai marre, je suis fatigué ». Oui, parce qu'à des moments, faut pas se leurrer. Hein, c'est un mandat très complet qui pèse avec énormément de responsabilités, où des fois on connaît des grands moments de solitude. Faut en être bien surtout conscient. Dans ces petites communes, peut-être moins dans des communes comme la vôtre où vous avez des services, des agents. Singulièrement, effectivement, dans les petites communes où c'est le maire qui fait tout. Hein, c'est le maire qui prend sa pelle s'il y a de la terre sur la route parce qu'il y a un éboulement. C'est le maire qui fait beaucoup de choses. Il est sollicité sur tout et n'a pas... Et il n'y a pas les moyens d'avoir des services. Hein, mais je vous rassure ou je rassure, on est amené aussi dans les plus grosses communes, et ça m'est arrivé, de prendre aussi la pelle ou de prendre le balai quand on a des gros dégâts, quand il y a eu une inondation massive ou n'importe. Il n'y a pas que les employés communaux qui nettoient, les élus aussi. Cyril Lalice, quand vous regardez ces deux élus, Isabelle Briquet, Michel Conchon, qui ont 17 ans de mandat, vous, c'est votre premier mandat. Pour vous, ce sont des vétérans ? Bon, ça ne me fait pas rêver parce que je n'ai pas l'intention de faire une grande carrière politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de votre mandat, là, vous allez jeter l'éponge, vous allez arrêter? Alors, c'était déjà prévu. Quand je me suis engagé, c'était le deal avec mon adjoint qui est venu me solliciter pour faire le mandat. Je lui ai dit, je veux bien faire ce mandat en tête, mais après, je prendrai un peu de liberté. Et les années écoulées ne vous ont pas fait changer d'avis? Non, parce que pourquoi? C'est du travail, c'est un travail à plein temps. Ça fait des dégâts collatéraux au niveau familial, au niveau amical. Mais oui, c'est pas neutre de s'impliquer dans la vie locale. C'est très compliqué si on s'implique justement dans la fonction de maire. Et bon, c'est pas... à un moment, parce qu'on a failli faire une commune nouvelle avec la grande commune. On va en parler, 900 habitants, juste pour finir par rapport à ça. Et la commune de 3005 à côté... On a failli faire une commune nouvelle. Je pense que je serais resté à un autre niveau. Mais on en parlait des corps intermédiaires. Nous, on est au direct entre la secrétaire de mairie, le maire, et tout se passe entre nous. Ouais. Et donc, c'est une charge très importante au quotidien. On va en parler des regroupements. On va s'intéresser aux raisons du malaise des maires dans cette émission. D'abord, quelques éléments pour comprendre. Qui sont les maires en France? Ils sont au nombre de 36 646, autant
que de communes, nos fameuses 36 000 communes. 86% d'entre eux sont des hommes, 14% seulement sont des femmes, 32% d'entre eux sont retraités et 16% sont agriculteurs. L'âge moyen des maires, eh bien, c'est 56 ans et 10 mois. Petite précision, il y a 741 maires en Limousin. Mesdames, 14% de femmes seulement, ça augmente, mais lentement, trop lentement, Julie L'Enfant. Trop lentement, oui. Je pense que les femmes ont leur place en politique et surtout ont leur place sur le terrain, ont cette même volonté qu'un homme d'agir pour le territoire, de porter des projets, de s'entourer d'une équipe. Oui, c'est encore trop peu. Alors pour vous, d'où vient le malaise? On parle de textes de loi qui changent tout le temps, d'un État trop directif, d'une avalanche de normes, d'une impuissance financière. Est-ce que c'est aussi un changement plus profond dans le rapport des citoyens aux institutions? Voilà, pour vous, le malaise des maires, d'où vient-il? C'est vrai qu'en ce moment, on opère une révolution des territoires. C'est vrai que vous avez parlé de ces nouvelles communes qui se profilent, qui sont l'esprit originel de ces nouvelles communes. C'est évidemment venir à la défense des territoires ruraux. Après, le malaise, il vient peut-être sur une distance entre l'État et les élus locaux. Il faut peut-être renforcer ce dialogue, renforcer l'écoute. On est l'intermédiaire direct, l'interlocuteur direct. Nous sommes là pour faire remonter aussi le malaise dont vous parlez quand il y en a un. C'est faire l'interface qui devient trop compliqué? C'est ça, c'est faire l'interface. Il faut plus d'instances, en effet, où on puisse se réunir et faire remonter les problèmes du quotidien. Alors au départ, quand on a préparé cette émission, on a passé beaucoup de téléphones et le point commun entre tous les maires à qui j'ai pu parler, eh bien, c'est l'envie de lancer des projets, de faire des choses. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la plus grande frustration, c'est de ne plus avoir les moyens d'agir. Michel Conchon, c'est ce que vous avez rencontré? C'est complètement ça. Hein. 114 habitants, budget de 120 000 euros. On a une école. Donc une cantine, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on ne gère que le tout venant de tous les jours. À quel projet vous avez dû renoncer, par exemple, avant de démissionner? Moi, si vous voulez, les projets, il y en a toujours. On a fait... Celui qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas pu faire? On a déjà une auberge et on aurait eu des travaux à faire au niveau de l'auberge. On ne peut pas les faire. Déjà, on a fait beaucoup de choses parce que sous par ça, il y a une espèce d'association qui s'occupe beaucoup de faire des travaux. Mais sous par ça, on ne peut plus rien faire. On a déjà gardé l'école, donc 23 élèves. Ce qui est déjà avec une cantine. Un exploit. Je ne peux pas dire comment on a réussi, mais moi j'étais un maire bénévole pendant 17 ans. Donc sinon, la commune ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre une commune de 114 habitants. Donc c'est un vrai problème. On n'a plus rien à faire. Et en plus, il faut connaître, ce qui est un problème, c'est que de plus en plus, j'ai un exemple, il y a 17 ans, j'habite Arcachon, j'avais une entreprise à Bordeaux, j'étais président du Tour du Limousin et j'étais maire de Souparsa. J'arrivais à faire les choses. Aujourd'hui, on peut y aller tous les jours, même à Souparsa, il faut y être tout le temps. Donc il y a un problème. Alors, on va parler des relations avec l'État puisque c'est un problème majeur. D'abord, quelques chiffres sur les démissions des maires. Chiffres à relativiser parce qu'ils englobent notamment les défections de maires pour des raisons personnelles. Ce n'est pas forcément pour des décisions politiques, mais pour quand même avoir une idée. En Creuse, 16 maires ont rendu l'écharpe. En Corrèze, 8 maires ont rendu l'écharpe depuis les dernières élections municipales. Et en Haute-Vienne, 11 maires. Parmi les dossiers qui ont énervé, qui ont découragé certains maires, il y a la fusion des communes, les regroupements souhaités par l'État, on l'évoquait tout à l'heure. Exemple en Creuse, où environ 70 maires ont reçu un courrier de la préfète le mois dernier pour leur proposer, les inciter fortement à se regrouper. Vous voyez le reportage de Thomas Milon et Romain Bureau. Pas de mariage forcé à Anzem avec une autre commune. Mi-septembre, la préfecture de la Creuse a proposé aux maires de se regrouper avec Bussière-Dunoise, à 10 km de là. Les deux communes n'avaient pris aucun contact en ce sens et ont 10 jours pour se prononcer. Pour Anzem, la réponse est claire. Moi, personnellement, j'y suis complètement défavorable, surtout pour une commune comme la nôtre qui a quand même 575 habitants. C'est déjà pas mal pour un maire et des conseillers municipaux de s'occuper de ce nombre d'habitants-là sur une superficie de territoire qui est aussi importante. Même point de vue pour le maire de Bussière-Dunoise et ses 1000 habitants. Si de nombreux maires creusois sont hostiles aux fusions de communes, une quinzaine de villages sont intéressés par des regroupements. Malval, 42 habitants, et Linard, 170, viennent de décider de s'unir. Un mariage de raison. On a commencé à parler que maintenant, comme plus ça allait, plus la dotation baissait, qu'on n'avait plus le choix, donc il fallait qu'on fusionne ensemble, qu'on fasse une commune nouvelle, parce que là, vraiment,
Nous, avec 42 habitants, c'était plus possible quoi, de tenir tout seul. Linard et Malval ont toujours été proches et se partagent déjà l'agent technique. Cette fusion des deux communes était logique pour les deux élus. À quoi bon payer des élus dans une commune de moins de 100 habitants, alors qu'une commune on se regroupe à 300-400 habitants, et ça sera toujours les mêmes élus, donc ça fera des économies, et des économies de matériel, et administratif, et ainsi de suite. C'est pour ça. Je dis, en économie d'échelle, il faut se regrouper, il faut être intelligent. Pour moi, sincèrement, ça n'a plus lieu d'exister des communes de moins de 100 habitants. Malval et Linard vont s'unir officiellement le 1er janvier prochain, et imiteront ainsi deux autres nouvelles communes creusoises, Parsac-Rimondé et Fursac. Voilà, exemple concret. Cyril Lalisse, vous êtes pour le regroupement des petites communes? La commune à 50 habitants, c'est terminé selon vous? Je pense que ça sera difficile à l'avenir de pouvoir survivre. Financièrement, on a bien vu que les aides d'État étaient en sans cesse diminution. Et après, associer 3 ou 4 communes qui n'ont pas de moyens, je ne sais pas si ça va faire une nouvelle commune riche. Marier les pauvres, ça a rarement fait les riches. Bon, nous, on est à passer à côté. Vous souriez, Isabelle Briquet. Qu'est-ce qui a manqué dans le dossier des fusions de communes? C'est un manque de pédagogie des services de l'État. Ça a été fait un peu à la hussarde, un peu brutalement. Sans doute, là, on voit bien sur la méthode, c'est pas la bonne. Hein. Ça a été replacé dans son contexte et rappelé à notamment. Les élus se sont sentis dépossédés. Oui, parce que, c'est vrai que c'est compliqué ces histoires de fusion. La fusion, elle doit partir d'un besoin du territoire et d'une opportunité. Et ça, les maires les connaissent, les besoins du territoire. Les collègues qui se sont exprimés tout à l'heure, ils partageaient déjà beaucoup de choses. On sait qu'on a des communes qui partagent, ça peut être un multi-accueil, ça peut être une garderie, ça peut être... il y a des choses qui se font déjà sans qu'on parle de fusion. Peut-être que ça serait plus logique que certaines communes fusionnent, mais il faut que ça corresponde à une envie, à un besoin et à un bienfait pour le territoire. Sinon, fusionner pour fusionner, ça n'a pas de sens si ça n'apporte rien aux habitants qui y vivent. Julie L'Enfant, sur ces fusions de communes, alors vous faites partie de l'agglomération de Limoges. Sur les fusions de communes, ça vous a paru pertinent, la méthode vous a... C'est pertinent sur des territoires ruraux, en difficulté, plus isolés. C'est un outil mis à disposition des communes, même s'il faut se donner le temps de la réflexion. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, des projets mutualisés. Après, tout ne se compare pas et une commune n'est pas forcément comparable à une autre. On a chacun un diagnostic de territoire propre, avec des atouts, des faiblesses singulières. Nous, concrètement, à Chaptelain, on est identifié et classé dans l'unité urbaine de Limoges. On bénéficie de son attractivité. On a pu, parce qu'on s'est positionné fortement, rentrer dans l'agglomération, donc on bénéficie des compétences. Et est-ce que vous vous sentez entendu au sein de l'agglomération, en tant que maire d'une commune qui n'est pas la plus petite, mais qui n'est pas la plus grosse non plus? Enfin voilà, est-ce que vous vous sentez entendu dans ces intercommunalités qui sont des grosses machines? C'était une question, c'était aussi une crainte. Il se trouve que je me sens entendue, je me sens écoutée. On voit des retours, on a fait un projet d'envergure sur la commune en ce qui concerne l'assainissement. Et il y a aussi des instances qui ont été créées. Il y a un bureau élargi aux maires, il y a une conférence des maires. On vient même de délibérer sur un protocole de devoir de réserve, droit de réserve communal. Si un projet qui serait implanté sur la commune par l'agglomération ne convient pas, par délibération du conseil municipal, on serait obligé de ressaisir la conférence. Vous pouvez mettre un veto trouver un consensus. Ouais. Être dans le dialogue. Donc on est entendu. Michel Conchon, quand l'État fait la leçon aux communes sur leur budget, sur leur gestion, ça c'est bien pris, alors que dans le même temps l'État ferme les services publics. Bon, vous avez une école, mais vous aviez une école, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème là dans la relation avec l'État, l'État qui donne des leçons et qui en même temps lui enlève les services publics, enlève les petites gares, enlève les trésoreries? Moi je suis prudent pour l'État. L'État c'est nous, hein, quand même. Hein. Il y a des élections, il y a des députés, il y a des sénateurs. Parlons du gouvernement. Donc, oui, mais c'est après le gouvernement, le gouvernement est élu. Moi, c'est comme ça. J'en ai vu beaucoup des gouvernements maintenant, à mon âge, donc je sais un peu comment ça se passe. Je crois que le problème, il est peut-être plus complexe à gérer. Je parle au niveau des communes rurales comme la nôtre. Moi, je suis
pour effectivement regrouper les communes. On discute d'ailleurs à 6 communes. On a bien travaillé déjà depuis pratiquement 2 ans. Il faut que ça corresponde à un bassin de vie, il faut qu'on ait des intérêts communs, il y a toute une chose à Mais discuter. dans la concertation avec l'État, on a droit au chapitre quand on est un petit maire comme celui de Souparsa ? Bon, disons que maintenant on est en communauté de communes avec Bourganeuf, on est quand même un peu très éloigné. On est plus près de Guéret que de Bourganeuf. Donc ces communautés de communes ont été faites un peu, je considère, à la hussarde. C'est mon avis. Mais en ce qui concerne la fusion des communes, nous, on est à 1. Donc on voudrait, si peut-être les successeurs le feront, mais faire une commune de 1400, passer à 2400 habitants. Donc on pourrait, à ce moment-là, je pense, peser plus et avoir plus de discussions avec l'État ou avec les services de la Poste ou des choses comme ça. Donc il faut aussi regarder, je dis toujours, quand on regarde il y a 50 ans entre Pontarion et Ahun, il y avait 100 agriculteurs, en gros. Aujourd'hui, il y en a 10. Oui. Donc, il est évident qu'on dit le désert, mais le désert, c'est pas l'État qui va faire revenir les gens. Donc, il y a, à mon sens, une réflexion à avoir par rapport aux métropoles et par rapport au désert. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Justement, les bassins de vie ont changé. Vous le disiez, hein, la ruralité n'est pas du tout la même qu'il y a 50 ans. On demande au maire d'être un aménageur, un gestionnaire, un visionnaire, une assistante sociale. Aujourd'hui, est-ce que humainement, quand on a un travail, une famille, une vie professionnelle, une vie personnelle et cette fonction, est-ce que c'est possible aujourd'hui, Isabelle Briquet ? C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais on voit bien que la contrainte aussi est telle, et je voudrais revenir un petit peu sur les relations État, si vous me le permettez. On voit bien que la contrainte qui est imposée à tous les territoires et qui rejaillit aussi sur les territoires ruraux, même si la contrainte dont on parle beaucoup, qui est la contrainte sur les dépenses de fonctionnement, touche les plus grosses collectivités, indirectement, elle touche aussi toutes les autres. On est faut pas se leurrer, sur une remise en cause importante de la décentralisation. Ça, c'est du jamais vu. Je crois que la base du malaise, il est vraiment là. Il y a eu une époque où on faisait confiance aux élus de terrain et on pouvait penser que ce qui se faisait pour la population, c'était vraiment pour améliorer leur quotidien. Et maintenant, on a l'impression que c'est pour assurer les finances de l'État. On nous somme de faire des économies pour apurer le budget de l'État. On est bien convaincu que tout le monde doit faire des économies. Mais là, je ne suis pas sûre qu'à terme, on y gagne vraiment, que le pays y gagne vraiment. On va s'intéresser un peu aux administrés. Michel Conchon, vous avez été maire pendant 17 ans. Vous êtes senti soutenu par vos administrés ? Oui, je n'ai jamais eu de problème avec mes administrés. J'en ai eu quelques-uns avec les élus qui m'entouraient. Mais avec les administrés... Honnêtement, surtout à la campagne, tout le monde se connaît. Le problème justement oui, mais le problème des administrés, c'est pas là que ça se situe. On en parlait tout à l'heure. Mais les attentes des citoyens sont différentes aujourd'hui par rapport à un maire, Cyril Lally, sur cette question. Par ça, on a fait le maximum. Les gens demandent beaucoup au maire. Alors, les gens, ils demandent, si vous avez fait ce qu'il faut avant, normalement, ils ne demandent plus. Parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir la lampe dans la rue, qu'il n'y ait pas de trous sur les routes, des choses banales. Et quand on les anticipe, eh bien, on n'a pas de problème. Et après, il y a des gens qui ont des demandes particulières. On va parler de l'urbanisme et tout ça. On a une carte communale. C'est dedans ou ça l'est pas. Donc, c'est oui ou c'est non. Mais vous avez été suffisamment formé pour parler d'urbanisme, de gestion des deniers publics. Est-ce que vous êtes senti accompagné quand vous avez pris votre mandat, ou est-ce qu'on vous a dit, bon ben voilà, la secrétaire de mairie est arrivée, vous avez dit, monsieur Lally, faut signer tout ça là. Alors, ce que vous relevez, c'est vrai que c'est important. La secrétaire de mairie, c'est une perle dans chaque mairie. Enfin, on souhaite à tous les maires d'en avoir une. Oui, tout à fait. Bon, et donc, elle connaît déjà le travail et tout ça. Elle peut nous donner des indications. En sachant que ça s'est beaucoup complexifié. Oui. Mais tous les jours, il faut se remettre en question. Il y a des formations pour le personnel. Il y a des formations aussi pour les élus. Mais les formations, elles devraient être en amont même des élections. Parce que les élus arrivent. Alors, on est un groupe. Alors, on peut bien s'entendre le temps des élections. Et après, il faut se mettre au travail. Et la méthode, on ne la connaît pas. Les prérogatives de chacun, on ne les connaît pas. Les responsabilités de chacun, on ne les connaît pas. Et c'est là où le bas blesse après. Et après, on s'isole. Alors, il y a la responsabilité de tout le monde, autant des élus que du maire dans toutes ces mairies. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, justement ? Plus d'accompagnement, plus de formation,
Un statut de l'élu, on en parle beaucoup. Oui, et puis après, vous avez parlé de l'aide de l'État. Et l'aide de l'État, nous, au-dessus de nous, c'est le sous-préfet, le préfet. Et des fois, on a vraiment l'impression qu'ils ne nous ferment pas la porte. Mais il y a des barrières et c'est long, c'est long. On n'a pas la réponse immédiate. Et là, on aimerait d'être plus soutenu. L'autre fois, pour l'Aude, quand c'est passé aux informations... Les inondations dans l'Aude ? Pour les inondations, on a vu le Premier ministre, on a vu le préfet qui était derrière et le pauvre maire qui était en train de se justifier auprès de sa population. Et ça, pour moi, c'est au niveau... Enfin, ce que vous aviez dit aussi tout à l'heure, ça, c'est un scandale. Et c'est là où on n'est pas épaulé. Julie L'Enfant, ce manque de soutien, vous pensez que c'est là-dessus qu'il faut travailler? Plus d'accompagnement pour éviter que, justement, au bout d'un mandat, des maires, des jeunes élus comme M. Lalisse décident Bien sûr, de ne pas renouveler. De soutien. Il ne faut pas un État qui soit totalement déconnecté du terrain, mais connecté sur les réseaux sociaux. Et puis être maire, c'est savoir gérer une équipe, et c'est aussi savoir la constituer et aller chercher des compétences, aller chercher des volontés. Et on parle de la solitude d'un maire, mais savoir s'entourer, je pense que c'est la clé, et savoir déléguer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est facile de constituer des équipes? On a pu lire dans la presse, dans la bouche de Marie-Françoise Pérol-Dumont, autrefois, mais pour constituer les équipes municipales, ça se bousculait au portillon et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Vous pensez que ça va devenir de plus en plus difficile d'amener les gens à s'impliquer dans la vie locale ? Je ne peux pas parler au nom de tous les maires. Nous, on a la chance, je le redis, de par l'implantation géographique de la commune, de bénéficier d'une attractivité qui fait qu'on a un rythme de travail assez soutenu et assez enthousiasmant parce qu'on voit les réalisations se concrétiser et les habitants le voient aussi. Donc, les retours sont assez positifs. Donc, je pense que nous, notre équipe, après 4 ans, elle tourne toujours. Isabelle Briquet, pour une meilleure reconnaissance des maires, il faut un statut, il faut une revalorisation des indemnités, peut-être, une meilleure formation ? Alors, je crois que la question du statut, ça fait longtemps qu'elle est sur la table. Il y a des avancées, notamment qui ont été présentées. Il y a un rapport qui a été remis au Sénat ce mois-ci, mais pas encore de décision, des préconisations. De l'AG de l'Association des maires. Je crois que c'est très important. Parler de formation, effectivement, les jeunes maires, à part s'ils ont pu être élus ou s'ils connaissent un petit peu le monde politique et la fonction municipale, ils se retrouvent avec un costume qui est quand même des fois un peu lourd à porter, où on demande à un maire d'être expert dans quasiment tous les domaines, où le droit à l'erreur est difficile à supporter par nos concitoyens. Puis effectivement, les choses aussi ont évolué, donc on a besoin d'avoir une équipe un peu soudée parce que les attentes de la population ont vraiment changé. Ok, maire, donc c'est un travail d'équipe finalement. Ce sera le mot de la fin. Merci, c'est la fin de cette émission. Dimanche en politique revient la semaine prochaine avec Anaïk Demars pour évoquer un sujet important, celui de la fin de vie, la fin d'un tabou. Ce sera le thème de Dimanche en politique la semaine prochaine sur France 3. Dans un instant, votre édition du 12-13. À bientôt, excellente dimanche sur France 3.